Platonos Protagoras, Protagoras de Platon. Platonos au génitif, Pla-to-nos. Protagoras au nominatif, Pro-ta-go-ras. Le Protagoras de Platon, Platonos Protagoras, est un texte assez court d'une 50aine de pages qui raconte la rencontre de Socrate avec Protagoras. En majuscule, il n'y a pas d'accent, d'où la présentation du titre. Celui-ci indique l'auteur au génitif, ici Platonos, de Platon, et le titre au nominatif à titre de cas zéro, puisqu'il n'entre dans aucune syntaxe, il n'y a pas de phrase. En latin, on dirait de la même façon Platonis Protagoras, avec Platonis au génitif et Protagoras au nominatif. Le nominatif n'est pas la seule solution, c'est simplement une possibilité parmi d'autres. Par exemple, si l'on traduisait en latin mon conte de fées échiquéen, on pourrait dire Aegidi latrunculorum cartamen. Aegidi au génitif, de Gilles, cartamen au nominatif, tournoi, et latrunculorum au génitif pluriel, littéralement des larrons. Les larrons se disent latrunculi, qui fait latrunculorum au génitif, le jeu d'échecs se dit latrunculorum ludus, et le tournoi d'échecs latrunculorum cartamen. Dans ce dialogue de Platon, Socrate rencontre un ami avec qui il discute. C'est donc l'équivalent d'une pièce de théâtre, en une seule scène à deux personnages. Mais cet ami qui n'est pas nommé ne participe qu'au début, et très peu. C'est une aimable entrée en matière, pour en arriver au propos. Une scénette, pourrait-on dire, faites attention à l'orthographe de ce mot. On appelle ainsi une courte pièce comique, avec très peu de personnages, une sorte de sketch, différent de son homonyme scénette, qui est le diminutif de scène et qui signifie simplement petite scène. Ce diminutif, d'ailleurs, en tant que mot construit, ne figure pas dans le dictionnaire. Donc le dialogue commence par un petit numéro à deux personnages. Tout le reste est une narration parlée de Socrate, qui explique qu'il vient de chez Callias, où il a rencontré Protagoras. Il n'y a donc que deux personnages réels dans ce dialogue, un ami, Étairos, et Socrate, Socrates. Ami se dit aussi philos. Il y a différents mots pour dire ami, ami intime, celui qui est proche de la maison, etc. Mais ami au sens le plus général, c'est philos. On retrouve la racine phil, comme dans philanthrope, philosophie et bien d'autres. Vous voyez que la racine phil s'applique aussi bien aux êtres qu'aux choses qu'on aime. Francophile, philatélie, Philadelphie aussi, dont j'explique la situation géographique et le sens du nom au début de ma nouvelle intitulée L'Audition. De par ces deux racines grecques, d'une part phil qui signifie amour ou amitié, et d'autre part adelphe qui renvoie tant au frère qu'à la sœur, en fonction de la terminaison masculine ou féminine de ce début de mot, ce nom peut signifier par exemple amitié des frères et des sœurs, ou encore amour fraternel et sororal. De toute façon, le terme Philadelphia existe en tant que tel dans le lexique du grec ancien et se traduit régulièrement par amitié pour un frère ou une sœur. Adelphos est un adjectif qui signifie fraternel, le nom associé veut dire logiquement frère, et son féminin adelphé, sœur, d'où Philadelphia qui utilise la racine adelphe. Ainsi d'ailleurs que le titre de la pièce de Terence, Adelphi, les frères. Il aurait pu dire fratres en latin, mais il a préféré un titre hellénisant. C'est l'histoire de deux frères qui ont deux conceptions différentes sur l'éducation des enfants, l'une permissive, l'autre répressive. C'est une pièce comique morale qui compare l'une et l'autre méthode. On voit ici une présentation bilingue du XIXe siècle, avec le titre francisé Les Adelphes. On trouve différentes transcriptions latines de ce titre, Adelphoe ou Adelphoi, qui imite le pluriel grec Adelphoi. Terence, Publius Terentius Afer, est un auteur latin du IIe siècle avant notre ère,
qui a écrit 6 pièces, Adelphi est la dernière, nous rapporte la tradition. Affaire, l'Africain, car il serait né à Carthage, ville qui se situe en bord de mer dans l'actuelle Tunisie. Le Tibre, en latin Tibéris, est le plus grand fleuve italien. Il traverse Rome et arrive à Ostie, Ostia en latin, où il se jette dans la mer Tyrrhénienne. Ostia vient du mot ostium, entrée, ouverture, accès, passage, porte, donc aussi embouchure d'un fleuve ou encore estuaire. Affaire indique plutôt qu'on est né en Afrique, comme Terence, Publius Terentius Affaire, alors qu'Africanus signifie qu'on a œuvré en Afrique. Par exemple qu'on y a combattu, comme Scipion l'Africain, Publius Cornelius Scipio Africanus du IIIe siècle avant notre ère. Africanus signifie ici qui a vaincu les Africains, qui a obtenu la victoire sur Carthage. On comprend les mots contra Italiam, en face de l'Italie, au début de l'Énéide de Virgile. Urbs antiqua fuit, il y eut jadis une ville, Tyrii tenere colonie, une colonie tyrienne, Carthago, Italiam contra, Carthage, en face de l'Italie, Tiberinaque longe Ostia, et des rives lointaines du Tibre, dives opum, riche en ressources, studisque asperima belli, et tout à fait passionné pour la guerre. Vous voyez que l'enclitique coué est poétiquement déplacé sur un autre mot, mais ça reste très lisible. Il faut comprendre contra Italiam ostiaque, en face de l'Italie et des rives, et dives asperimaque, riche et très âpre. Les adjectifs grecs en os peuvent faire est au féminin et on au neutre, sur le modèle agathos, agathé, agathon, qui veut dire bon, ce qui donne en latin bonus, bona, bonum. Ce n'est pas la seule possibilité pour les adjectifs grecs. Le dictionnaire indique les formes primitives, à partir desquelles on en déduit toutes les autres, d'où, en suivant ce schéma, adelphos, adelphé, adelphone. Donc, ami d'un point de vue général se dit philos. De la même façon, c'est un adjectif qui signifie amical, philos, philet, philone, d'où ami en tant que nom commun. Mais Platon choisit de dire pour l'ami de Socrate hétairos, qui veut plutôt dire compagnon, disciple, partisan, ou encore membre d'un parti politique ou d'une armée. Il y a cette connotation d'aller dans le même sens, d'être en accord avec des idées ou des prises de position idéologiques. D'où le français hétaïr, vocable francisé à partir du grec ancien, mot féminin qui signifie courtisane, qui est aussi pour l'époque classique grecque un euphémisme pour dire prostituée. Ce mot se rencontre très rarement, il y a forcément une limite dans la francisation des mots grecs ou latins. Cette transcription se fait parfois spontanément. Par exemple, Rimbaud, dans son sonnet intitulé Voyelles, évoque les mers virides. L'adjectif viride ne se trouve pas dans le dictionnaire, il est calqué du latin viridis, qui signifie vert, verdoyant. Il est vrai que cette francisation est aidée quand on lit des expressions antiques du genre virides dei, les dieux marins, où viride se trouve déjà dans une graphie française. Donc le Protagoras de Platon, Platonos Protagoras, met en scène deux personnages réels, Hétairos et Socrates. Socrate est un ami anonyme. Dans le Phèdre de Platon, Platonos Phaedros, on assiste également à un dialogue entre deux hommes. Socrate et son interlocuteur Phaedros, nommément cité, qui donne son titre à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle un périkalou, littéralement autour du beau, au sujet de la beauté,
La racine grecque cal renvoie au beau, calligraphie par exemple, la belle écriture, par opposition à cac, le laid, d'où cacophonie. Péri plus génitif, calou est un génitif neutre, le beau en général. Ce dialogue est un genre moral, éthikos. Cela dit, il s'agit dans le Platonos Phaedros d'une vraie conversation à deux intervenants, alors que le Protagoras est un monologue de Socrate, qui décrit à un ami sa rencontre avec Protagoras. C'est peut-être pour cette raison que ce compagnon n'est pas nommé, car il n'est qu'auditeur. Dans le Platonos Protagoras, tous les autres personnages mentionnés, hormis Socrate et son ami, sont ceux qui participeront à la conversation, que va développer Socrate dans son monologue. Platon, qui se cache logiquement derrière le personnage de Socrate, ne cite que ceux qui interviennent dans la discussion qui va avoir lieu, et non pas ceux qui sont présents mais qui ne disent rien. Les comparses, comme on dit au théâtre ou au cinéma, pour évoquer des figurants muets, comme Paralos, Charmide, Xanthippe et ainsi de suite. Socrate en cite un certain nombre, sans compter la troupe des spectateurs qui se trouvent être là, des invités de Callias qu'il ne connaît pas. Donc, dans l'ordre d'apparition vont intervenir dans la narration de Socrate Hippocrates, Protagoras, Alcibiades, Callias, Critias, Prodicos et Hippias. On a là la présentation du début du texte grec de Platon, tout est en majuscule, le titre, suivi des personnages de cette sorte de pièce de théâtre en une scène unique, sans distinction entre les deux premiers rôles qui sont réels et les suivants qui font partie de l'histoire contée par Socrate. Donc un ami entame la conversation avec Socrate, le lieu n'est pas précisé, mais par la suite cet ami lui proposera de s'asseoir. On peut donc imaginer que Socrate rend visite à une connaissance et qu'on se trouve dans sa cour. Dans la maison grecque antique, on entre d'abord dans une cour. Ce camarade prend la parole en premier, d'où est Airos en première position dans la liste des personnages. Il lui dit « Poten, o Socrates, phainei ». Poten, o Socrates, phainei. Mot à mot, d'où, ô Socrate, apparaissez-vous. En traduction, vous voyante. En grec ancien, le point-virgule correspond à notre point d'interrogation. Le vocatif Socrates est précédé de l'interjection o, oméga esprit doux accent circonflexe. On ne la traduit pas forcément. On peut dire Socrate tout court ou encore cher Socrate. Elle annonce simplement le vocatif du nom de la personne à qui l'on s'adresse. Phainei est la deuxième personne du présent passif de phaino, faire briller, rendre visible. Il y a un dual à la seconde personne du singulier du présent passif. On peut écrire la terminaison epsilon iota ou eta iota souscrit. On trouve les deux graphies suivant les éditions. Ne pas confondre avec la troisième personne du présent actif, mais la confusion est impossible puisque la phrase n'aurait pas de sens. La forme avec eta iota souscrit peut également être un subjonctif présent passif, mais là encore le subjonctif n'aurait aucune justification. Le passif phainomai signifie logiquement être rendu visible. Poten phainei, d'où vous montrez-vous, c'est-à-dire d'où venez-vous. En latin on dirait unde venis. Phaino signifie mettre en lumière, rendre visible. C'est donc un verbe transitif. On montre quelque chose. Le passif phainomai, être rendu visible, donc se rendre visible. La forme pronominale vaut pour un passif en français. Le passif phainomai donc est un transitif. Il n'admet pas de complément. Montrer transitif, on montre quelque chose, se montrer intransitif. La racine fa du verbe phaino indique le fait de mettre quelque chose en lumière. On la retrouve dans le mot épiphanie, qui signifie la manifestation de la divinité, par extension littérairement la mise en lumière de ce qui est caché.
ou encore une prise de conscience soudaine et lumineuse, une évidence qui se fait jour. À partir de phaino, on construit logiquement ta phaenomena, les constellations, c'est le pluriel de to phaenomenon. On reconnaît le mot phénomène en français. Dans un sens premier, tout fait qui se manifeste à la conscience par l'intermédiaire des sens. Toujours cette idée d'apparition. To phaenomenon, c'est aussi la manière de voir, de concevoir, de penser. On utilise également la forme verbale phainetai, troisième personne du présent passif de phaino, pour acquiescer à ce qui vient d'être dit. Littéralement, il apparaît. Dans cette acception, c'est évidemment une forme impersonnelle. Il semble en être ainsi, comme vous le dites. C'est une des multiples façons qu'utilise Platon pour exprimer le fait d'être d'accord avec son interlocuteur. On demande donc à Socrate « Poten o Socrates painei » D'où venez-vous, Socrate? Ce dernier explique qu'il vient de voir Protagoras et qu'il a eu un long entretien avec lui. L'ami s'étonne. « Ah bon, Protagoras est ici ?» Depuis 2 jours, lui apprend Socrate. Triten ede emeran. Mot à mot, troisième, déjà, jour. Triten emeran à l'accusatif. Sous-entendu, par exemple, il passe. Il passe son 3e jour. En latin, on dirait tertium iam diem. Pour dire combien de temps, le grec et le latin utilisent l'adjectif ordinal, accompagné de l'adverbe ede en grec et iam en latin, qui veut dire déjà, et qu'on enclave entre l'adjectif et l'unité de durée. Les Grecs et les Latins comptent l'unité de temps en cours. Dans la traduction française, il faut en principe l'enlever puisqu'on se sert de l'adjectif cardinal, qui ne compte que les parties entières. Donc on traduira de préférence depuis 2 jours. Si vous êtes là depuis 3 heures, vous ne direz pas depuis 1 jour, car le premier jour n'est pas terminé. Depuis 1 jour signifie que vous avez entamé votre 2e journée. Depuis 2 jours que vous avez commencé la 3e, et ainsi de suite. C'est pourquoi il faut de préférence retrancher une unité de temps à l'adjectif ordinal grec ou latin dans la traduction française. L'exemple officiel des grammaires grecques est tritonede ethos basileveille, ce qui donne en latin tertium iam annum regnat. Littéralement, il règne sa 3e année, c'est la 3e année de son règne, donc il règne depuis 2 ans. Notez que la formule exacte de Socrate est triten ge ede emeran, avec l'ajout de la particule ge, qui signifie ici une confirmation, comme si l'on disait « eh oui », depuis 2 jours. Faites attention à la locution interjective « eh oui » ou « eh bien ». Le « et » s'écrit « e-h ». Comme la phrase continue, une majuscule n'est pas nécessaire à l'initiale du mot suivant. Ge est un enclitique, c'est-à-dire une particule sans accent propre qui prend appui sur le mot précédent. En français, on les utilise avec un trait d'union, par exemple ce dans S ou je dans suis-je, et ainsi de suite. Le grec ancien regorge de ce genre de petits mots qui servent souvent de balise, car tout était écrit en majuscules dans les manuscrits, sans espace entre les mots ni ponctuation, ce qui donnait en l'occurrence ceci. Triten ge ede emeran. Tri, ten, ge, e, de, e, me, ran. Le ge permet de distinguer l'adjectif triten. L'adverbe ede sert également de séparateur avant l'accusatif emeran, d'où l'information triten emeran beaucoup plus lisible, du fait de la présence de ces jalons. Socrate a donc eu un long entretien avec Protagoras, qui est là depuis 2 jours. Son ami lui propose logiquement de lui raconter cette entrevue, à lui-même et à son entourage. On notera dans le texte le datif pluriel emin, à nous, qui correspond à nobis en latin. Pour dire entrevue ou entretien, Platon utilise le mot xunosia. Petite difficulté puisque ce mot ne se trouve pas dans le dictionnaire.
Il faut savoir que l'adverbe sun fait xun en ancien attique. Cet adverbe signifie ensemble, en même temps, qu'on retrouve dans les mots français comme symphonie, phonet, voix ou son, donc voix qui sonne en même temps, et bien d'autres vocables comme système, synthèse, synergie et ainsi de suite. Toujours cette idée de jonction, d'assemblage, de simultanéité. Donc le mot en grec classique est synousia. En grec moderne, ce mot a glissé de sens et renvoie aux relations amoureuses. L'ami dit donc à Socrate: racontez-nous votre entrevue avec Protagoras. Ce pluriel émine, à nous, nobis, montre que Socrate est entouré d'auditeurs. Il confirme ce pluriel par l'impératif akouété, écoutez, dont le singulier est akoué. L'impératif akouété correspond également à la deuxième personne du pluriel du présent. On retrouve la racine grecque akou dans acoustique, qui renvoie au son et à sa production. Par exemple, une guitare acoustique est une guitare qui a une caisse de résonance, par opposition à une guitare électrique dont le son est amplifié électriquement. Et il existe une guitare hybride, dite électroacoustique, qui est à la fois acoustique et électrique. L'idée est d'éviter l'effet Larsen, qui est une sorte de sifflement du fait d'une boucle entre l'émetteur et le récepteur, comme ceci par exemple. La guitare électroacoustique est généralement à pan coupé. Sur son éclisse qui fait le tour de la caisse de résonance, il y a des possibilités de réglage, de son et d'amplification. On parle aussi de concert acoustique quand le son est direct ou original, sans amplification électrique, ce qui montre qu'on parle grec en permanence sans le savoir. Socrate commence donc sa longue narration devant un public d'auditeurs, probablement dans la cour de la maison de son ami, en présence de sa famille et d'invités qui se trouvent être là par hasard. Il commence par expliquer à son auditoire qu'Hippocrates ou Apollodorou Phasonos de Adelphos, Hippocrate, le fils d'Apollodore et en même temps le frère de Phason, est venu frapper à sa porte très tôt ce matin. Il faisait d'ailleurs encore nuit. Pour éviter les confusions, le grec indique précisément la personne dont il s'agit. Hippocrates ou Apollodorou Uos. Hippocrate, le fils d'Apollodore. Le mot Uos est facultatif. On peut dire Hippocrates o Apollodorou tout court. Littéralement, Hippocrate, je veux dire celui d'Apollodore. Le mot Uos s'orthographie également Uos. Notez que comme Hippocrates est au nominatif, Ouos et Adelphos sont également au nominatif par attraction. Si Hippocrates avait été à l'accusatif, Ouos et Adelphos auraient été également à l'accusatif par attraction, et l'on aurait eu Hippocrates ton Apollodorou Phasonos de Adelphone. Les deux génitifs, Apollodorou et Phasonos, restent au génitif quel que soit le cas d'Hippocrates, mais Ouos et Adelphos doivent s'adapter dans ce type de présentation au cas d'Hippocrates. Pour les noms propres en thèse, il y a un dual à l'accusatif qui est en thé ou en thène. On dit donc Hippocrate ou Hippocratène, ce qui revient à dire que cet accusatif peut prendre la forme de l'adjectif, par exemple allaitait, vrai, ou celle du nom, par exemple Polythène, le citoyen. Socrate se décline logiquement comme Hippocrate, il en va de même pour tous les noms propres en thèse. Donc Hippocrates, o Apollodorou Phasonos de Adelphos, rend visite à Socrate très tôt le matin même, au risque de le réveiller car il fait encore nuit. Socrate lui demande le motif d'une visite si matinale. Hippocrates lui répond Protagoras écaille. Protagoras est ici. Écho, être présent, être venu. On a brièvement rencontré précédemment,
à l'occasion de l'impératif de la deuxième personne du pluriel akouété, la conjugaison du verbe akouo au présent de l'indicatif. On voit que ce sont les mêmes terminaisons que celles du verbe écho, o, eis, ei, omen, été, aussi, ou sin, avec un nu euphonique à la troisième personne du pluriel, pour éviter un hiatus devant une voyelle ou en fin de phrase. On dit aussi nu cystique, du grec aphelkustikos, attiré à la suite. C'est ainsi qu'on conjugue le présent de l'indicatif des verbes thématiques non contractes. On appelle thématiques les verbes en oméga, et non contractes les verbes dont l'oméga ne résulte pas d'une contraction. C'est le cas des deux verbes écho et akouo, qui sont à la fois thématiques et non contractes. Si l'oméga final du verbe résulte d'une contraction, ce sera un verbe contracte. D'une manière générale, les verbes grecs sont soit thématiques, soit athématiques. S'ils sont thématiques, ils sont soit contractes, soit non contractes. S'ils sont athématiques, ils sont soit réguliers, soit irréguliers. Les deux verbes qu'on vient de voir, akouo et écho, entrent dans cette case. Ils sont à la fois thématiques et non contractes. Donc Hippocrates, o Apollodorou huos, phasonos de Adelphos, dit à Socrate, Protagoras ekei. Protagoras est ici. Ici, c'est-à-dire à Athènes. Ici, où la ville sans autre précision chez les Grecs, c'est Athènes. Chez les Latins, c'est Rome. Quand on dit urbi et orbi avec un jeu de mots, urbi signifie Romae. Urbi et orbi sont au datif, pour Rome et pour le monde entier. Orbis, le globe terrestre. Donc Hippocrates dit à Socrate, Protagoras ekei. Socrate le sait déjà, on ne lui apprend rien. Il lui répond proène, depuis avant-hier. Le matin, ou dès le matin, ou tôt ce matin, se dit proi, qui s'orthographie aussi proi avec un iota souscrit. C'est ce qui explique qu'on trouve parfois la graphie proienne avec un iota souscrit, mais en attique pure, on écrit de préférence proène. Proène signifie avant-hier, mais comme le verbe écho peut se traduire soit par être venu, soit par être ici, proène se traduira soit par avant-hier, soit par depuis avant-hier. Donc Protagoras ekei proène se traduira soit par Protagoras est venu avant-hier, soit par Protagoras est ici depuis avant-hier. Socrate donc, qui sait que Protagoras proène ekei, ajoute Sud et artipepusai. C'est une question, quant à vous, vous venez juste de l'apprendre. En traduction vous voyante, le D est une simple particule de liaison, et vous, quant à vous. Pepusai, deuxième personne du singulier du parfait, de puntanomai, chercher à connaître, être informé, savoir. Arti tout récemment, à l'instant. À la question Sud et artipepusai, Hippocrate répond esperasge, en effet en soirée, c'est-à-dire hier soir, puisque la scène a lieu tôt le matin. On retrouve l'enclitique gue, qui sert ici de confirmation. Ça anime la phrase. Esperas est au génitif. On exprime le complément de temps par le génitif seul sans article dans des expressions générales, comme de nuit, en été, en hiver, etc. Ici esperas en soirée. Vous voyez qu'il ne répète pas le verbe, qui est donc sous-entendu. De même qu'à Protagoras ekei, Socrate a ajouté proène. La phrase complète serait Protagoras ekei proène. De même à Sud et artipepusai, Hippocrates ajoute esperasge. La phrase adaptée à la première personne serait ego pepusmai esperasge. En effet, je l'ai appris pour ma part hier soir.
Hippocrate sait donc depuis hier soir que Protagoras écaille. Il explique à Socrate qu'il a attendu la fin de la nuit pour lui rendre visite à ce sujet. Il aimerait que Protagoras lui donne des cours, et souhaiterait que Socrate l'introduise auprès de lui, car il s'estime trop jeune pour se présenter seul. Ego neoteros eimi. Un mot accentué sur l'antépénultième syllabe reçoit un accent aigu supplémentaire sur sa finale devant un enclitique disyllabique. D'où la double accentuation du comparatif néotéros, trop jeune, dans ce contexte. Dans ce tableau sommaire d'accentuation du grec ancien, on est dans ce cas-là. Accentuation supplémentaire sur la finale d'un proparoxyton devant un enclitique de 2 syllabes. Le suffixe téros permet de construire le comparatif d'un adjectif. À partir de néos, jeune ou neuf, on construit le comparatif néotéros, plus jeune, assez jeune, trop jeune, suivant le contexte. Hippocrates est donc un jeune homme, sans autre précision. Le fait de venir déranger Socrate, tellement tôt le matin qu'il fait encore nuit, est le signe d'une ardeur juvénile. Hippocrate ajoute que Protagoras demeure chez Callias, le fils d'Hipponikos, Parakaliai toi Hipponikou. Ici le mot huos, fils, est sous-entendu, littéralement chez Callias, celui d'Hipponikos. Huos au cas voulu est facultatif dans ce genre d'expression, comme Kaliai est datif du fait de la préposition para plus datif chez quelqu'un. Le mot huos serait également datif s'il avait été noté, et l'on aurait eu parakaliai to hipponiko huei, ou encore parakaliai to hipponiko huoi, étant donné que ce mot a 2 orthographes concurrentes. Hippocrates aimerait se rendre chez Callias immédiatement, mais Socrate lui objecte qu'il est bien trop tôt pour y aller. Il lui propose une promenade dans la cour en attendant que le jour se lève. Il profite évidemment de cette récréation improvisée pour tester son jeune élève. Il lui demande ce qu'est à son avis Protagoras, comment le désigner, comment le nommer. Il lui répond qu'on le qualifie ordinairement de sophiste. Sophisten onomatsusi getonandra einai. Onomatsusi est accentué une 2e fois. Dans ce tableau sommaire d'accentuation, ça correspond à ce cas-là. Vous voyez qu'un proparoxyton est réaccentué sur sa finale devant un enclitique, qu'il soit monosyllabique ou disyllabique. Onomatsusi du verbe onomatzo, nommer, appeler, nouvelle occurrence d'un verbe thématique non contracte. On a brièvement vu précédemment les terminaisons au présent de l'indicatif. Il suffit de coller la racine onomads à chacune des terminaisons pour obtenir cette conjugaison. Onomatsusi, 3e personne du pluriel, littéralement ils appellent, c'est-à-dire on qualifie. Le grec et le latin n'ayant pas le pronom on si pratique en français, il existe plusieurs possibilités de substitution, par exemple ici la 3e personne du pluriel, sous-entendu les hommes en général. Par simplification, on obtient la formulation onomatsusi tonandra sophisten einai, qui est une proposition infinitive grecque. Onomatsusi est le verbe. Ils disent que tonandra à l'accusatif, sujet de la proposition infinitive, onomatsusi tonandra, ils disent que cet homme, l'homme dont il est question ici est Protagoras, einai, verbe être à l'infinitif, d'où le nom de ce type de proposition, proposition infinitive. Sophistène à l'accusatif également, en tant qu'attribut du sujet. On dit que l'homme est un sophiste. On qualifie cet homme de sophiste. En latin, on aurait par exemple dicunt eum hominem sophistène esse. Sophistène accusatif grec ou sophistam accusatif latin. Ou même mieux, isomo dicitur sophistes esse. Littéralement, l'homme est dit être sophiste.
formule qu'on calque sur l'exemple officiel des grammaires latines, Homirus dicitur caecus fuisse, Homère est dit avoir été aveugle. Fuisse, avoir été infinitif parfait, on dit qu'Homère était aveugle. Le latin a une légère préférence pour une forme personnelle, c'est-à-dire avec un vrai sujet grammatical. Ici, Homerus est sujet de la phrase tournée au passif. Donc, sophisten onomatousi ketonandra einai, on appelle ordinairement cet homme sophiste. Mais qu'est-ce qu'un sophiste? C'est un homme habile à parler, et il enseigne précisément cet art de la parole, ars dicendi comme on dit en latin, littéralement l'art de dire. Le Protagoras fait partie d'une trilogie chez Platon. Il existe 3 dialogues qui tournent autour de la même question, sous différents points de visibilité. Le Gorgias, qui est un périrhétoriques, autour de la rhétorique, sur la rhétorique. C'est un style réfutatif. Le Ménon, qui est un périarrêtès, sur la vertu. La vertu, c'est aussi l'excellence, laquelle renvoie parfois à la politique. C'est un genre probatoire. Et le Protagoras, dont le sous-titre est Sophistae, les sophistes. C'est un écrit polémique. Vous voyez que Platon multiplie les types d'écriture, réfutatif, probatoire, polémique. Donc Protagoras est un sophiste. C'est un homme habile à parler, et il enseigne précisément cet art de la parole. Mais le jeune Hippocrate est bien embarrassé quand Socrate lui demande quel est l'objet de son discours. Un musicien parle de musique, un peintre de peinture, et ainsi de suite. Chacun est habile à parler de son art. Quel est cet art du sophiste? Hippocrate n'en sait rien. Socrate lui signifie gentiment la gravité de sa démarche. Étant donné qu'il est prêt à confier son âme et à payer un individu, sans pouvoir nommer le contenu de son enseignement. De quoi donc parle un sophiste? C'est la première question que va poser Socrate à Protagoras, lors de leur rencontre dans la cour de Chécalias qu'il héberge, où il lui présente le jeune Hippocrates comme futur élève potentiel. Protagoras lui répond qu'il s'agit de vertu, d'excellence, de politique. Ces 3 mots sont utilisés dans une acception à peu près identique. Mais la vertu peut-elle s'enseigner? C'est la question générale posée par cette trilogie platonicienne. Protagoras répond logiquement oui, à la question de savoir si la vertu peut s'enseigner, puisqu'il se présente comme professeur, et fait, soit dit en passant, payer ses cours. C'est là la grande différence entre Socrate et les sophistes. Socrate ne s'est jamais fait payer, il parlait à tout le monde gratuitement, dans la rue, dans les maisons où il était invité, sur l'agora, l'équivalent pour nous de la place du marché, à tous donc sans souci de leur savoir, ni de leurs études, ni de leur situation sociale. C'est d'ailleurs un des arguments importants dans l'apologie de Socrate de Platon, à savoir sa pauvreté. Socrate ne possédait rien. Apologie dont je présente le début, mot par mot, dans mon cours de grec ancien, disponible chez The Book Edition. Donc, Protagoras part de l'idée que la vertu peut s'enseigner, et Socrates de l'idée diamétralement opposée qu'elle ne peut pas s'enseigner. En premier lieu, il faudra déjà savoir ce qu'est exactement la vertu, question abordée dans le Ménon, qui fait partie de la trilogie à ce sujet. En second lieu, Socrates fait valoir qu'on voit des parents vertueux avoir une progéniture détestable. Ils n'ont donc pas su enseigner la vertu à leurs rejetons, et inversement des parents fort médiocres ayant engendré des enfants exemplaires. Dans le jeu des questions-réponses entre Protagoras et Socrates, après bien des circonlocutions, des méandres, des interruptions, des mythes et autres mises au point de détails, tout ce qui donne de la vie, du drame et du charme au dialogue de Platon,
Socrate va en arriver à ce résultat que la vertu est une science. Comme Protagoras le contredit point par point sans cesse frontalement, il en déduit forcément pour sa part que ce n'est pas une science. Seulement, là où le bas blesse, c'est qu'une science peut toujours par définition s'enseigner. Ce qui fait que Socrate aboutit à la position opposée de celle qu'il avait choisie au départ. Il affirmait en effet au début que la vertu ne peut pas s'enseigner, pour en arriver in fine à cette contradiction flagrante, à savoir qu'elle peut s'enseigner. Protagoras embrassant la thèse diamétralement opposée, il est obligé de conclure lui-même qu'il milite maintenant pour l'assertion contraire, selon laquelle elle ne peut pas s'enseigner. Socrate s'est contredit lui-même pour obliger Protagoras à en faire de même, et en arriver à l'exact inverse de ce qu'il disait au début de l'entretien. Dans ce processus, ils ont échangé leurs positions. Socrate rejoint la situation initiale de Protagoras, et réciproquement, Protagoras l'opinion première de Socrate. La vertu ne peut donc pas s'enseigner, selon Protagoras qui le dit désormais lui-même, ce qui achève l'entretien. Il va sans dire qu'Hippocrates rentre avec Socrate et ne prend évidemment pas de cours avec Protagoras, qui a été confondu dans cette conversation. Ça aurait pu s'appeler l'enfumeur enfumé. Socrate, au-delà des contradictions qu'il s'inflige et inflige, voulait surtout montrer qu'on n'en sait rien. Si l'on définit la vertu par exemple comme étant la science du bien et du mal, la contradiction est visible puisque c'est quasiment un oxymore, car une science peut s'enseigner alors que le bien et le mal ne le peuvent pas. Les lois sont différentes dans chaque pays. Ce qui est légal chez l'un est illégal chez l'autre, parce que tout cela est subjectif. C'est ce qui explique que Socrate peut passer de l'un à l'autre sans difficulté, dans le cadre d'une opposition binaire de type oxymoron, obligeant son contradicteur à faire de même et inverser sa position. On retrouve en filigrane ce vieil adage socratique Enoida oti udenoida, hoc unum scio meni il scire. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien.